Les néons blafards clignotaient dans le couloir désert tandis que Stéphane Dubois serrait le dernier accord du tuyau éclaté. 23h30, un mardi soir, au 15e étage de la Tour Montaigne, en plein cœur du quartier de la Défense, là où des hommes en costume à 1000 € prenaient des décisions qui changeaient des vies. Il n'était que le plombier qu'on appelait quand les choses se cassaient en dehors des heures de bureau, aussi invisible que les canalisations dissimulées derrière les cloisons. Stéphane se penchait pour attraper sa caisse à outils quand un cri déchira le silence. Un cri brut, terrifié. Puis plus rien. Un silence de mort. Le son provenait des toilettes de direction, plus bas dans le couloir. Celle située à une vingtaine de mètres du bureau d'angle de Valérie Lefebvre. Son téléphone vibra. Un SMS de bonne nuit de Manon, depuis la petite maison de Jean Fournier en Normandie. 7 ans qu'il se battait pour la nourrir, la garder en sécurité, lui offrir une vie stable. 7 ans à faire profil bas, à rester invisible. Le couloir s'étirait devant lui comme un canyon. Derrière la porte de ses toilettes, quelqu'un souffrait. S'il partait, il restait impair. S'il avançait, tout volait en éclats. Ses doigts se crispèrent sur la clé à molette jusqu'à en devenir blanc. Certains choix détruisent un homme, quelle que soit la décision. Les semelles usées de ses chaussures de sécurité résonnèrent dans le corridor alors qu'il se dirigeait vers la porte des toilettes. 7 ans à faire profil bas, à rester invisible dans des bâtiments comme celui-ci. Mais ce cri résonnait encore à ses oreilles. Le genre de son qui signifiait que quelqu'un était à court d'options. Le visage de Manon lui apparut en un éclair, son sourire aux dents de lait et ses boucles sauvages. Elle avait 7 ans et croyait encore que son père pouvait tout réparer. Que penserait-elle s'il tournait les talons? La porte s'ouvrit d'un coup. La scène à l'intérieur était figée, comme une photographie macabre. 2 hommes en costumes onéreux, l'un maintenant une femme contre le comptoir en marbre tandis que l'autre serrait une liasse de papier. La femme, Valérie Lefebvre, il la reconnut grâce à l'annuaire de l'accueil, avait un bras tordu dans le dos, son chemisier déchiré à l'épaule. Ses yeux croisèrent ceux de Stéphane, écarquillés et désespérés. L'homme qui la tenait, Léo Garnier, se ressaisit le premier. Jeune, soigné, avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Mauvais étage, mon pote. Circulez. Stéphane ne bougea pas. Il se tenait sur le seuil, sa clé à molette à la main. L'autre homme, Lucas Moreau, s'agita nerveusement avec ses papiers. J'ai dit, circulez. La prise de Léo sur Valérie se resserra. Elle grimaça. Laissez-la partir. La voix de Stéphane était rauque. Léo éclata de rire. Vous savez à qui vous parlez? Mon père détient 40% de cette société. Une seule plainte de ma part et vous êtes fini. Pensez-y avant de jouer au héros. Chaque mot le frappa comme un coup de poing. Léo avait raison. Stéphane n'était qu'à une plainte de tout perdre. Les frais de scolarité de Manon, le loyer, la nourriture. Mais les yeux de Valérie croisèrent à nouveau les siens, formant des mots qu'elle ne pouvait prononcer. S'il vous plaît. Les doigts de Stéphane se resserrèrent sur l'outil. Je vais le dire une dernière fois. Laissez-la partir. Léo relâcha Valérie en la poussant et s'avança vers Stéphane. Stéphane fit un pas en avant, se plaçant entre eux. Pas de violence, juste une barrière. Vous avez fait une énorme erreur, siffla Léo. Vous savez ce que nous faisions ici? Une réunion de travail, et vous venez de m'agresser. Il éleva la voix. Lucas, appelez la sécurité. Nous avons un intrus qui nous a attaqués. Stéphane sentit le piège se refermer. Vous la forciez à signer quelque chose. C'est une agression. La preuve? Parce que j'ai la preuve que vous êtes entré par effraction avec une arme. Léo désigna la clé à molette. La porte s'ouvrit brutalement. La sécurité de l'immeuble. 2 agents. Le visage de Léo se transforma, mimant la peur. Dieu merci, vous êtes là. Cet homme est entré avec cette clé et a commencé à nous menacer. Franck, l'agent le plus âgé, regarda Stéphane avec une lueur de compréhension. Il avait vu un millier de situations comme celle-ci. C'est vrai, ça? Stéphane regarda Valérie, espérant qu'elle expliquerait. Elle fixait le sol, silencieuse. Quelle que soit l'emprise de Léo sur elle, elle la maintenait muette, même maintenant.
J'ai entendu quelqu'un en difficulté, dit Stéphane. Je suis venu aider. En apportant une arme, ajouta le jeune agent en se rapprochant. Lâchez la clé. Stéphane la posa lentement. Il n'y avait aucune issue. Pas pour les gens comme lui. Je veux porter plainte, déclara Léo. Cet homme m'a agressé, ainsi que mademoiselle Lefebvre. Valérie regarda Stéphane un long moment. Quand elle parla, sa voix était prudente. Il y a eu un malentendu. Monsieur Dubois a entendu quelque chose et est venu voir. Les choses se sont envenimées. Je ne pense pas que quiconque avait de mauvaises intentions. Ce n'était pas la vérité, mais ce n'était pas non plus un mensonge. Franck, le vieil agent, sentit l'arnaque. Donc, personne n'est blessé. Personne ne veut déposer de plainte? Je veux qu'il soit arrêté. S'emporta Léo. Pourquoi exactement? Le ton de Franck était neutre. Mademoiselle Lefebvre dit que c'était un malentendu. Il laissa la question en suspens. Une déclaration officielle signifiait des rapports de police. Des questions sur ce que Léo et Lucas faisaient dans les toilettes pour femmes après minuit. Léo hésita. Mettez-le simplement dehors. Il est renvoyé. Blacklisté. D'ici demain, tous les gestionnaires immobiliers connaîtront son nom. Les agents escortèrent Stéphane à l'extérieur. Alors qu'ils attendaient l'ascenseur, Franck parla à voix basse. C'était stupide ce que vous avez fait là-dedans. Courageux aussi, mais le courage ne paie pas le loyer. Stéphane s'adossa contre la paroi de l'ascenseur. Qu'avait-il fait? D'ici demain, il serait au chômage. Le loyer était dû dans 9 jours. Manon avait besoin de nouvelles chaussures. Un instant a essayé de bien faire et il avait tout saboté. Son téléphone sonna dans sa Renault 4 litres. Numéro inconnu. Monsieur Dubois, c'est Valérie Lefebvre. Nous devons parler. Votre ami Léo a été clair. Ce n'est pas mon ami. Ce que vous avez vu ce soir, c'est compliqué, mais je vais arranger les choses. Quand je le ferai, j'aurai besoin que vous disiez la vérité sur ce que vous avez vu. La vérité, c'est que je suis sur le point de tout perdre parce que j'ai essayé de vous aider. Pas toujours, sa voix était calme. Je vous demande de me faire confiance, juste pour un petit moment. Elle raccrocha. Stéphane resta assis dans le noir, se demandant ce qu'il était censé faire ensuite. Le lendemain matin, Stéphane conduisit Manon à l'école du village avec un sourire forcé. Elle parlait de livres tandis qu'il calculait, 300 € d'économie, loyer dû dans 9 jours. À midi, les appels commencèrent. La Tour Montaigne résilia son contrat. Le gestionnaire de la 5e rue annula. À 15 heures, 4 contrats perdus. Léo Garnier travaillait vite. Jean Fournier arriva ce soir-là avec un verre de vin et un plat à emporter. Alors, te voilà un héros et un idiot. Manon reste chez moi. Toi aussi. La chambre d'amis de mon gîte est vide. J'ai des travaux d'électricité. La paix n'est pas terrible, mais c'est quelque chose. Je ne peux pas. Tu ne demandes pas. J'offre. Elle a appelé après tout ça? Peut-être qu'elle rassemble des preuves. Ces gens des affaires ne bougent pas tant qu'ils n'ont pas le coup de grâce. Les 2 semaines suivantes furent brutales. Des petits boulots couvraient à peine la nourriture. Il donna son préavis pour l'appartement. Ils emménagèrent dans la chambre d'amis du gîte de Jean. Manon pleura mais essaya de le cacher. L'école devint difficile. Les enfants traitaient son père de criminel. Elle rentrait avec les yeux rouges. Valérie appela le jeudi de la 2e semaine. Demain, 14 heures. Le bistrot des Marronniers. Valérie était assise dans un coin au fond, avec des dossiers. Merci d'être venu. Je vous dois tout. Une explication. Elle poussa un dossier vers lui. C'est ce qu'ils ont essayé de me faire signer. 15% de mes actions. Combinées à celles du père de Léo, ils m'auraient évincé. Ils m'ont fait chanter avec de faux documents de détournement de fonds. Stéphane l'ouvrit. Des documents financiers. Pourquoi me montrer ça? J'ai passé 2 semaines à prouver que c'était faux. Léo et Lucas ont volé 800 000 € en 18 mois. Faux fournisseurs, employés fantômes.
Allez voir la police. J'ai besoin d'un témoin crédible. Vous avez déjà tout perdu en disant la vérité. Témoignez lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration demain. Je ne pourrai toujours pas travailler ici. Si vous témoignez, ils vont en prison. Je peux vous offrir le poste de chef des services généraux. 75 000 €, avantages sociaux. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Dites-moi ce dont vous avez besoin. La réunion du conseil eut lieu à la Tour Montaigne. Stéphane portait sa seule chemise correcte. Léo était assis au bout de la table. Calme. Valérie, qu'y a-t-il de si urgent? Demanda Pierre Garnier. Détournement de fonds, fraude, chantage et agression par Léo Garnier et Lucas Moreau. La salle explosa. Léo devint blême. Pierre devint froid. Des preuves. Valérie exposa les preuves. Relevé bancaire. Expertise comptable. Compte offshore. Méthodique. Dévastateur. Fabriqué, dit Léo en tremblant. Monsieur Dubois. Dites au conseil ce que vous avez vu. Stéphane se leva. J'ai entendu un cri. J'ai trouvé Léo et Lucas tenant Madame Lefebvre, la forçant à signer des papiers. Ils m'ont piégé quand je suis intervenu. Il ment. J'ai tout perdu quand vous m'avez blacklisté. Je n'ai aucune raison de mentir. Pierre étudia Léo. Est-ce vrai? Ça ne devait pas aller aussi loin, Léo s'arrêta. Sortez. Vous aurez des nouvelles des avocats. Léo partit. Lucas le suivit. Valérie le retrouva dans le hall. Merci. Je sais que ce n'était pas facile. Auront-ils des conséquences? Oui. Les preuves sont trop solides. Le conseil ne peut pas étouffer l'affaire. Elle sortit une carte de visite. Mon offre tient toujours. Chef des services généraux. 75 000 € par an plus avantages. Pensez-y. Stéphane n'avait jamais gagné plus de 35 000. Je ne suis qu'un plombier. Vous êtes quelqu'un qui fait ce qui est juste quand ça coûte tout. C'est ce dont j'ai besoin. Elle sourit. Parlez-en à votre fille. Stéphane retrouva Manon à la table de Jean. Son visage s'illumina. Papa, comment ça s'est passé? Très bien, ma chérie. Est-ce qu'on va s'en sortir? Stéphane regarda sa fille. Boucle sauvage, sourire édenté, espoir et inquiétude dans ses yeux. Il pensa au choix qu'il avait fait pour montrer à Manon que faire le bien comptait plus que d'être en sécurité. Oui, mon bébé. Mieux que ça. Il la serra contre lui. Je te le promets. 3 mois plus tard, Stéphane se tenait dans la Tour Montaigne, portant une chemise repassée. Stéphane Dubois, directeur des services généraux. Son bureau donnait sur la ville. Une équipe, un salaire, une assurance maladie. Ce n'était pas parfait. Il travaillait encore de longues heures. S'inquiétait encore, mais c'était solide. Mérité. Manon avait cessé de se faire harceler. L'histoire avait fait les nouvelles locales et changé la façon dont les gens le voyaient. Manon marchait la tête plus haute, souriait davantage. Elle avait obtenu un rôle dans la pièce de l'école. Parlait de devenir avocate un jour. J'en passais encore chaque semaine. Tu as eu de la chance. Ça aurait pu tourner autrement. Je sais. Mais tu as provoqué ta chance. Fais le choix difficile. Jean leva son verre de vin. Stéphane trinqua. Ah ça, je bois. Valérie envoya un email. Léo et Lucas condamnés. 3 ans chacun. Manon est éligible à notre nouveau programme de bourse. Stéphane le classa. La preuve que parfois, faire le bien comptait vraiment. Ce soir-là, il emmena Manon manger une crème glacée. Ils s'assirent sur un banc, regardant le coucher de soleil. Papa, tu te souviens quand tu m'as dit qu'être bon est plus important qu'être en sécurité? Oui. Je crois que je comprends maintenant. Parfois, il faut être courageux même quand on a peur. Stéphane la serra fort. C'est exactement ça, ma chérie. La ville s'étendait devant eux. Quelque part,
quelqu'un d'autre faisait peut-être face à son propre moment de décision. Stéphane espérait qu'il choisirait courageusement. Le soleil plongea sous l'horizon. Manon finit sa crème glacée. On peut revenir demain? Bien sûr, mon bébé. J'aime quand on est ensemble. Moi aussi. Stéphane lui tendit la main. Viens, on rentre à la maison. Ils marchèrent main dans la main vers la Renault 4 litres. Les lumières de la ville s'allumèrent une par une, comme des étoiles après une tempête. Pour la première fois en 7 ans, Stéphane Dubois sentit qu'il pouvait respirer. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'il avait prouvé que le courage comptait, que faire le bien faisait une différence. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir, ils savaient l'un l'autre. Ils avaient l'espoir. Et c'était tout. Le lendemain matin frappa comme un train de marchandises. Le téléphone de Stéphane commença à sonner à 7h30. 3 clients annulant des contrats, tous avec le même langage prudent parlant de « prendre une autre direction » et de « contraintes budgétaires ». À 8h, c'était 5 annulations. À 9h, son agenda pour les 2 semaines à venir avait été rayé. Léo Garnier travaillait vite. Stéphane devait lui reconnaître ça. L'homme avait des relations profondes dans les réseaux de gestion immobilière de la ville, et il les utilisait toutes. Jean Fournier ouvrit sa porte d'entrée avant que Stéphane ne puisse frapper. Manon était déjà habillée pour l'école, son sac à dos sur une épaule. Le visage du vieil homme était marqué par l'inquiétude, celle qui vient d'avoir trop vu la cruauté de la vie. « J'ai entendu ton téléphone vibrer toute la matinée », dit Jean doucement. « J'ai bien pensé que quelque chose s'était mal passé hier soir. Rien que je ne puisse gérer. » Le mensonge avait un goût amer, mais Stéphane força un sourire pour Manon, qui courait déjà vers lui avec ce sourire édenté qui faisait tout disparaître un instant. « Papa, on peut prendre des crêpes en allant à l'école ?» Elle percuta ses jambes, enlaçant sa taille de ses bras minces. Monsieur Jean a fait des œufs, mais ils étaient bizarres. Il a mis des légumes dedans. Les légumes sont bons pour toi, ma puce. Stéphane ébouriffa ses boucles sauvages, respirant l'odeur de fraise de son shampoing. 7 ans et déjà têtu comme l'acier, tout comme sa mère l'avait été. Mais oui, on peut prendre des crêpes. Des rapides, par contre. Je ne veux pas que tu sois en retard. Jean croisa le regard de Stéphane par-dessus la tête de Manon. La question non dite flottait entre eux. À quel point c'est grave? Stéphane fit un minuscule hochement de tête négatif. Pas maintenant. Pas devant elle. Jean acquiesça, compréhensif. Il était là depuis assez longtemps pour savoir quand un homme se noyait, mais ne pouvait pas laisser son enfant voir l'eau monter. Le bistrot des marronniers était presque vide. Juste les retardataires du matin sirotant leur café en fixant leur téléphone. Manon jacassait à propos d'un projet de science pendant que Stéphane poussait des œufs brouillés dans son assiette. Son esprit tournait en rond, faisant des calculs qui finissaient toujours dans le négatif. Loyer dû dans 8 jours. Facture d'électricité en retard. Frais de scolarité de Manon pour le mois prochain. La Renault 4 litres avait besoin de nouvelles plaquettes de frein. Il avait repoussé, mais le grincement s'aggravait. Sans travail, il avait peut-être 3 semaines avant de commencer à manquer des paiements, peut-être 4 s'il tirait sur la corde au maximum. « Papa, tu n'écoutes pas. » La voix de Manon le sortit de sa spirale. Elle le regardait avec ses grands yeux marrons, trop perspicaces pour 7 ans. « Tu es triste ? » Juste fatigué, ma chérie. Longue nuit à réparer ce tuyau. Il fabriqua un autre sourire, espérant qu'il paraisse plus vrai qu'il ne l'était. Raconte-moi encore ton projet de science. Quelque chose sur les volcans. Elle se relança dans l'explication, ses mains gesticulant sauvagement en décrivant les réactions du bicarbonate de soude et du vinaigre. Stéphane se concentra sur sa voix, l'utilisant comme une encre pour ne pas se noyer dans la panique qui lui serrait la poitrine. Quoi qu'il arrive, il trouverait une solution. Il le faisait toujours. Pour elle, il trouverait un moyen. La première semaine fut une leçon d'humiliation. Stéphane appela tous ses contacts, tous les entrepreneurs qui lui avaient déjà donné du travail, tous les gestionnaires immobiliers qui avaient son numéro. Les réponses variaient. Certaines étaient désolées, d'autres froides. Quelques-unes furent assez honnêtes pour admettre qu'elles avaient été averties par quelqu'un aux poches profondes. Une gestionnaire, une femme plus âgée nommée Monique,
qui avait toujours été correct avec lui, le prit à part dans un magasin de fournitures. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, dit-elle doucement. Mais le fils de Pierre Garnier passe des appels. Il dit que vous êtes instable, dangereux. Je voulais vous prévenir. Ça va être difficile de trouver du travail dans cette ville pendant un moment. » Stéphane la remercia et partit avant qu'elle ne puisse voir à quel point ces mots l'avaient anéanti. Instable, dangereux. Les mots que les gens utilisaient quand ils voulaient détruire quelqu'un sans preuve. Léo ne lui enlevait pas seulement son revenu. Il lui enlevait sa réputation, son avenir, toute chance de se reconstruire. C'était minutieux, brutal et complètement légal. À la fin de la 2e semaine, Stéphane acceptait n'importe quel travail. Des petits boulots payés en liquide, sans poser de questions. Réparer la clôture d'un voisin pour 40 €, déboucher un évier pour 20. Rien de stable, rien de fiable. Il déposait Manon à l'école tôt et la récupérait tard, tirant chaque heure possible de la journée pour rassembler assez d'argent pour les maintenir à flot. Jean aidait comme il pouvait, refusant d'être payé pour garder Manon, laissant parfois des courses sur le pas de la porte de Stéphane en prétendant maladroitement qu'il en avait trop acheté par accident. La fierté de refuser l'aide luttait contre la nécessité de l'accepter, et la nécessité était en train de gagner. Manon commença à rentrer de l'école plus silencieuse que d'habitude. Au début, Stéphane pensa qu'elle était juste fatiguée. Les journées prolongées étaient dures pour elle. Mais le jeudi de la 3e semaine, elle sortit du bâtiment les yeux rougis et le sac à dos de travers. Quelque chose dans la poitrine de Stéphane se brisa en voyant son visage. Que s'est-il passé? Il s'agenouilla à son niveau, là sur le trottoir, les autres parents s'écoulant autour d'eux comme de l'eau autour d'une pierre. Rien. Sa voix était petite, défaite, pas du tout celle de sa Manon. Ma chérie, parle-moi. Elle regarda le sol, frottant sa basket usée contre le béton. Des enfants à l'école. Ils disaient des choses sur toi, que tu avais eu des ennuis et perdu ton travail et qu'on allait être à la rue. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je leur ai dit que ce n'était pas vrai, mais ils ont juste ri. Ils ont dit que leurs parents leur avaient dit de ne pas s'approcher de moi parce que mon père est dangereux. Les mots frappèrent Stéphane comme des coups. Voilà ce que Léo avait fait. Pas seulement lui faire du mal, mais faire du mal à sa fille. La transformer en cible parce que son père avait essayé de faire ce qui était juste. La fureur qui monta en lui était blanche et inutile. Il ne pouvait pas combattre les ragots, frapper les rumeurs, protéger Manon de la cruauté désinvolte des enfants répétant ce que leurs parents disaient à table. Regarde-moi. Il attendit que ses yeux croisent les siens. Rien de tout ça n'est vrai. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait de mal. J'ai aidé quelqu'un qui avait besoin d'aide. Parfois, quand tu fais ça, les gens se fâchent parce que ça les dérange. Mais ça ne rend pas la chose mauvaise. Alors pourquoi tout le monde agit comme si tu étais méchant? Sa voix était désespérée, cherchant une logique dans une situation qui n'en avait aucune. Parce que le monde n'est pas toujours juste. C'était la vérité la plus dure qu'il ait jamais eu à lui dire, en voyant son visage se décomposer alors qu'elle réalisait ce qu'il disait. Parfois, les gens avec de l'argent et du pouvoir peuvent rendre les choses difficiles pour ceux qui n'en ont pas. Mais ça ne change pas ce qui est bien et ce qui est mal. Ça veut juste dire que faire le bien coûte plus cher parfois. Manon s'essuya les yeux avec le dos de sa main, étalant les larmes sur sa joue. Ça valait le coup d'aider cette personne? La question figea Stéphane. Il pensa à mentir, à lui dire ce qu'elle avait besoin d'entendre. Mais Manon méritait la vérité, même compliquée. Je ne sais pas encore, dit-il doucement. Redemande-moi quand on verra comment ça se termine. Cette nuit-là, après que Manon se soit finalement endormie sur le canapé de Jean où leur électricité avait été coupée ce matin-là, rendant l'appartement trop froid où Stéphane s'assit dans sa Renault 4 litres et fixa son téléphone. Valérie avait appelé 2 fois de plus au cours des 3 dernières semaines. Il n'avait pas répondu. À quoi bon? Elle avait fait son choix cette nuit-là, restant silencieuse pendant que Léo le détruisait. Ses promesses d'arranger les choses n'étaient que des mots, aussi chers et vides que tout le reste dans son monde. Mais assis là dans le noir, regardant le pourcentage de batterie diminuer parce qu'il ne pouvait pas se permettre de gaspiller de l'essence pour faire tourner le moteur pour le chauffage, Stéphane se demanda s'il n'avait pas abandonné trop tôt. Valérie avait dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle travaillait sur quelque chose. Et si elle était sérieuse?
Et s'il y avait encore une chance de renverser la situation? Pas seulement pour lui, mais pour Manon, pour que sa fille puisse retourner à l'école la tête haute au lieu d'affronter les chuchotements et les doigts pointés. Il répondit à la 4e sonnerie. Ça fait 3 semaines, dit-il sans préambule. C'est toujours compliqué. La voix de Valérie était fatiguée, tendue comme elle ne l'avait pas été auparavant. Plus que vous ne l'imaginez, mais j'y suis presque. J'ai des preuves. Des relevés financiers, des emails, des enregistrements de sécurité sous des angles qu'ils ignoraient. Léo et Lucas ont détourné de l'argent pendant 18 mois. Près de 800 000 €. Ils ont créé des sociétés écrans, falsifié des rapports, contrefait ma signature sur des virements, et ils ont monté un dossier pour faire croire que c'était moi qui le faisais. Stéphane sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. C'est pour ça que vous êtes restée silencieuse. Il me faisait chanter avec la menace de détruire tout ce que j'ai construit. Oui. Mon entreprise, ma réputation, ma liberté. S'ils avaient publié ces documents avant que je puisse prouver qu'ils étaient faux, j'aurais été fini. Probablement en prison. Elle marqua une pause. Mais j'ai trouvé les vraies transactions, j'ai suivi l'argent, et j'ai les enregistrements de cette nuit-là. Il y a une caméra dans le couloir qui capte le reflet dans la porte des toilettes. Ce n'est pas parfait, mais ça en montre assez. Ça les montre en train de me forcer. Ça vous montre en train d'intervenir pour aider. Et maintenant? Stéphane garda une voix neutre, ne laissant pas l'espoir s'installer. L'espoir était dangereux quand on était si bas. Maintenant, j'ai besoin que vous témoigniez. Il y a une réunion d'urgence du conseil dans 2 jours, vendredi matin. Pierre Garnier sera là. Le père de Léo, tout le conseil. Je vais tout présenter. Et j'ai besoin que vous leur disiez ce que vous avez vu cette nuit-là. Exactement ce qui s'est passé. Le père de Léo détient 40% de l'entreprise. Vous croyez vraiment qu'il va se retourner contre son propre fils? Je pense que Pierre Garnier est un homme d'affaires avant d'être un père. Et je pense que lorsqu'il verra les preuves de ce que son fils a fait, non seulement à moi, mais aux finances de l'entreprise, à sa réputation, il fera le choix qui protège son investissement. La voix de Valérie se durcit. Mais j'ai besoin de vous. Votre témoignage fait la différence entre une situation de parole contre parole et un véritable crime avec un témoin. Stéphane pensa au visage taché de larmes de Manon, à la générosité discrète de Jean, à l'appartement qui serait sombre et froid jusqu'à ce qu'il puisse rassembler de l'argent pour la facture d'électricité. À 3 semaines à regarder sa vie se désintégrer parce qu'il avait essayé d'aider quelqu'un. Qu'est-ce que j'y gagne? La question semblait mercenaire, mesquine, mais il avait dépassé le stade de la fierté. La vérité qui éclate, votre réputation restaurée, et... Elle hésita. Un travail. Nous allons avoir besoin d'un nouveau responsable des services généraux pour le bâtiment. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Quelqu'un qui a prouvé qu'il ferait ce qui est juste même si ça lui coûte tout. Le salaire est de 75 000 € par an, plus les avantages. Mutuelle complète pour vous et Manon. 75 000. Les mains de Stéphane se crispèrent sur le téléphone. C'était plus du double de ce qu'il gagnait dans une bonne année. Et il n'avait pas eu de bonne année depuis la mort de sa femme. Une assurance maladie signifiait que Manon pourrait vraiment voir un médecin quand elle tombait malade, pas seulement attendre en espérant que ça passe. Cela signifiait la stabilité, la sécurité, tout ce pourquoi il s'était battu. Pourquoi me proposeriez-vous ça? Parce que vous l'avez mérité. La voix de Valérie était douce mais ferme. La plupart des gens parlent d'intégrité. Vous l'avez vraiment. C'est rare, surtout dans mon monde. Stéphane ferma les yeux, pressant le téléphone contre son front. Chaque instinct lui hurlait d'être méfiant, de supposer que c'était un autre piège. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Valérie. De l'épuisement, oui, mais aussi de la sincérité. Elle se noyait aussi, à sa manière, et elle lui offrait une bouée de sauvetage s'il voulait bien tendre la main et la saisir. Vendredi matin, dit-il finalement. Quelle heure? La réunion d'urgence du conseil se tenait dans une salle de conférence qui coûtait probablement plus cher que le loyer annuel de Stéphane. Des baies vitrées du sol au plafond surplombaient la ville, le soleil du matin peignant tout en or. Les membres du conseil étaient assis autour d'une immense table, des hommes plus âgés pour la plupart, avec quelques femmes,
tous portant le genre de vêtements qui signalait la richesse et le pouvoir. Pierre Garnier était assis en bout de table, les cheveux argentés et le regard perçant, avec son fils Léo à sa droite. Lucas Moreau était là aussi, l'air pâle et nerveux. Stéphane se tenait près de la porte dans ses meilleurs vêtements, un pantalon kaki et une chemise qui étaient propres mais montraient leur âge. Il se sentait complètement déplacé, comme une tache sur une peinture de valeur. Jean avait proposé de l'accompagner, mais Stéphane avait refusé. C'était quelque chose qu'il devait faire seul, pour Manon, pour lui-même, pour la partie de lui qui croyait encore que faire le bien comptait. Valérie se tenait à l'avant de la salle avec un ordinateur portable et une pile de dossiers. Elle semblait différente de cette nuit-là, posée, puissante, en contrôle. Mais Stéphane pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon prudente dont elle se tenait. C'était son pari, son moment de vérité. Tout ce qu'elle avait construit pendant des décennies reposait sur leur suivante. Merci à tous d'être venus si rapidement, commença Valérie. Sa voix était stable, professionnelle. J'ai convoqué cette réunion pour aborder une affaire grave qui menace non seulement ma position, mais l'intégrité et la stabilité financière de cette entreprise. Elle ouvrit l'ordinateur portable et un tableur apparut sur l'écran derrière elle. Au cours des 18 derniers mois, environ 793 000 € ont été systématiquement transférés hors des comptes de l'entreprise vers des holdings offshore. Les transactions étaient cachées dans les dépenses de fonctionnement courantes, déguisées en paiement de fournisseurs et honoraires de sous-traitants. Pierre Garnier se pencha en avant, son expression indéchiffrable. « Et vous nous présentez cela? Pourquoi ne pas passer d'abord par le comité d'audit? » Parce que le comité d'audit a été compromis. Valérie passa à la diapositive suivante. Des chaînes de mai avec des noms en surbrillance. Léo Garnier et Lucas Moreau ont créé un réseau de sociétés écrans pour siphonner l'argent. Ils ont utilisé ma signature électronique falsifiée sur des documents pour autoriser les transferts et ont monté un dossier conçu pour faire croire que c'était moi qui détournais les fonds. Léo se leva d'un bond, le visage rouge. C'est insensé. Vous m'accusez sérieusement de... Asseyez-vous. La voix de Pierre était calme, mais absolue. Léo hésita, puis se rassit. Les yeux de Pierre ne quittaient pas Valérie. Ce sont de graves accusations. Je suppose que vous avez des preuves au-delà de tableurs qui pourraient être manipulées. Valérie acquiesça. Des relevés bancaires des îles Caïmans et de Suisse, obtenus par des voies légales avec la coopération des enquêteurs fédéraux. Des journaux de transactions qui montrent que les transferts provenaient d'ordinateurs dans le bureau de Léo et le service informatique de Lucas, pas de mon bureau ou de mon domicile. Et le témoignage d'experts comptables qui ont retracé chaque dollar. Elle marqua une pause. Plus, des enregistrements de sécurité d'il y a 3 semaines quand ils ont tenté de me forcer à signer des actions supplémentaires pour légitimer leur vol. La salle devint silencieuse. Le visage de Léo était passé du rouge au blanc. Lucas avait l'air d'avoir la nausée. Valérie cliqua à nouveau et des images de sécurité granuleuses apparurent. Le couloir à l'extérieur des toilettes de la direction, horodaté à 23h27. L'angle était mauvais pour voir directement dans les toilettes, mais la surface partiellement réfléchissante de la porte montrait des images déformées, assez pour voir 2 hommes tenant une femme. Assez pour voir la lutte. Ce n'est pas. On ne voit même rien clairement. Balbutia Léo. Ça pourrait être n'importe qui. L'horodatage correspond au registre de sécurité du bâtiment montrant que vous, Lucas et moi étions les seules personnes à cet étage. Et il y a un témoin. Valérie fit un geste vers Stéphane. Monsieur Stéphane Dubois, un entrepreneur indépendant qui travaillait sur une urgence de plomberie cette nuit-là. Il m'a entendu crier et est intervenu. Il a vu exactement ce que vous faisiez. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers Stéphane. Il se sentit cloué par leur attention, par le poids de ce que Valérie lui demandait de faire. C'était le moment. Dire la vérité et potentiellement récupérer sa vie, ou se taire et définitivement tout perdre. Le visage de Manon lui traversa l'esprit, pas en train de pleurer, mais riant comme avant que tout cela ne commence. Dites-leur ce que vous avez vu, dit doucement Valérie. Stéphane s'avança. Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait prévu, mais stable. Je finissais de réparer un tuyau éclaté au 15e étage. Vers 23h30, j'ai entendu une femme crier. Ça venait des toilettes de direction. Quand j'ai ouvert la porte, Léo Garnier tenait Madame Lefebvre contre le comptoir avec son bras tordu dans le dos.
Lucas Moreau se tenait derrière elle avec des papiers, essayant de la forcer à signer quelque chose. Elle était clairement en détresse, avait des ecchymoses visibles au poignet. Quand je leur ai dit de la laisser partir, Léo m'a menacé. A dit que son père possédait l'entreprise et qu'il pouvait me faire blacklister. Puis il a appelé la sécurité et a prétendu que je les avais attaqués. Léo explosa. C'est un mensonge. Il est entré par effraction dans une réunion de travail privée avec une arme. Une clé à molette, interrompit Stéphane. Je suis plombier. J'avais mes outils de travail. Et ce n'était pas une réunion de travail. Vous l'agressiez. Mon fils ne ferait pas ça. Commença Pierre, mais Valérie le coupa. Votre fils a passé les 3 dernières semaines à détruire systématiquement les moyens de subsistance de Monsieur Dubois. Tous les entrepreneurs de la ville ont été avertis de ne pas l'embaucher. Sa fille a été harcelée à l'école à cause des rumeurs que votre fils a répandues. Tout ça parce que Monsieur Dubois a vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir et a refusé de se taire. Elle sortit un autre dossier. J'ai la documentation de chaque appel que Léo a passé, de chaque contact qu'il a utilisé. C'est de l'intimidation de témoins au minimum, voire une association de malfaiteurs. Le silence qui suivit était suffocant. Le visage de Pierre Garnier était devenu très calme, le genre de calme qui précède une explosion. Il regarda son fils avec une expression que Stéphane ne pouvait pas tout à fait lire. De la colère, oui, mais aussi quelque chose comme du chagrin. Dis-moi qu'elle ment, dit Pierre doucement. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. La bouche de Léo s'ouvrit et se referma. Lucas avait la tête entre les mains, les épaules secouées de tremblement. La vérité était écrite sur eux deux dans chaque ligne de leur langage corporel, chaque seconde de silence qui s'éternisait. Je veux qu'il soit arrêté, dit Valérie. Je veux la restitution complète des fonds volés, et je veux que le nom de Monsieur Dubois soit publiquement blanchi, avec l'entente que quiconque continuera de le blacklister fera face à des poursuites judiciaires de la part de cette entreprise. Pierre se leva lentement. Il parut plus vieux soudain, le poids de la trahison de son fils le vieillissant en temps réel. Sécurité, dit-il dans le téléphone sur la table. Envoyez quelqu'un. Nous avons une situation qui nécessite l'intervention de la police. Il regarda Léo et sa voix se brisa légèrement. Tu as tout détruit. Tu le sais, ça? Le sang-froid de Léo se brisa enfin. Papa, je peux expliquer. On allait le rembourser. C'était juste temporaire. Tu as falsifié des documents, détourné près d'1 million d'euros, agressé ta PDG, puis essayé de détruire la vie d'un innocent pour le couvrir. La voix de Pierre était plate, morte. Il n'y a pas d'explication à ça. Il n'y a pas de réparation possible. La police arriva en moins de 15 minutes. Stéphane regarda Léo et Lucas être emmenés menottés, Léo essayant toujours de plaider sa cause tandis que son père se tenait silencieux et brisé à la fenêtre. Les membres du conseil passaient déjà en mode gestion de crise, parlant de communiqués de presse et de contrôle des dommages. Stéphane se sentait déconnecté de tout cela, comme s'il regardait cela arriver à quelqu'un d'autre. Valérie le trouva près des ascenseurs. Elle semblait épuisée, mais soulagée, comme quelqu'un qui avait retenu sa respiration pendant des semaines et pouvait enfin expirer. Merci, dit-elle simplement. Je sais que c'était difficile. C'était nécessaire. Stéphane appuya sur le bouton de l'ascenseur. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour votre entreprise, les dégâts que cela va causer. Nous survivrons. Les entreprises survivent toujours, d'une manière ou d'une autre. Elle lui tendit une carte de visite. L'offre d'emploi tient toujours. Responsable des services généraux, 75 000 € par an. Les avantages commencent immédiatement si vous le voulez. Stéphane regarda la carte. Papier cartonné épais, lettres en relief. Le genre de choses qui appartenaient à un monde différent du sien. Mais peut-être, juste peut-être, que ce monde pourrait être le sien maintenant. Je le veux, dit-il. Mais je dois être clair. Si je vois quelque chose de mal se passer, je le dirai. Même si c'est gênant, même si ça me coûte le poste. C'est qui je suis. Valérie sourit, et c'était un sourire sincère. C'est exactement pour ça que je vous le propose. Nous avons besoin de gens qu'on ne peut ni acheter ni faire taire. Apparemment, ils sont plus rares que je ne le pensais. Elle lui tendit la main.
Bienvenue à bord, monsieur Dubois. La poignée de main était ferme, professionnelle. Stéphane descendit en ascenseur, se sentant comme dans un rêve. Son téléphone vibra. Un SMS de Jean. Comment ça s'est passé? Stéphane tapa rapidement en retour. Dis à Manon que son père n'est pas un méchant, et qu'on peut remettre l'électricité. 3 mois plus tard, Stéphane se tenait dans le hall de la Tour Montaigne avec un presse-papier et une radio, coordonnant l'équipe de maintenance du soir. Le travail était étrange, mi-logistique, mi-gestion, mi-résolution de problèmes. Il réparait encore des choses au besoin, se salissait encore les mains. Mais maintenant, il avait aussi un bureau avec son nom sur la porte et une assurance maladie qui couvrait les soins dentaires de Manon. L'autre jour, elle était rentrée de l'école excitée parce qu'un enfant lui avait demandé d'être son partenaire pour un projet. Les chuchotements avaient cessé. La réputation de Stéphane avait été reconstruite, soigneusement et publiquement avec le soutien total de Valérie. Jean s'arrêtait parfois pour apporter du café et prétendre qu'il était juste dans le quartier. « Tu as l'air bien », dit le vieil homme, examinant la nouvelle chemise de travail de Stéphane avec le logo de l'entreprise. « Respectable. »« Je me sens comme un imposteur la moitié du temps », admit Stéphane. « Comme si quelqu'un allait découvrir que je n'ai pas ma place ici. » « Tu as ta place partout où tu gagnes le droit d'être. Et tu l'as gagnée. » Jean lui serra l'épaule. « Cette fille que tu as, elle est fière de toi. A dit à tout le monde à l'épicerie hier que son père est manager maintenant. N'arrêtez pas d'en parler. » Stéphane sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. La fierté de Manon comptait plus que tout, plus que le salaire, plus que les avantages, plus que la satisfaction d'avoir eu raison. Elle l'avait vu tomber et se relever. Elle avait appris que faire le bien signifiait parfois en souffrir, mais que la souffrance ne rendait pas le choix mauvais. Léo Garnier et Lucas Moreau attendaient leur procès, en liberté sous caution, mais risquant une lourde peine de prison. Pierre Garnier avait démissionné du conseil, sa réputation définitivement ternie par les crimes de son fils. L'entreprise avait récupéré la majeure partie de l'argent volé et reconstruisait lentement son image. Valérie avait fait l'objet de portraits dans 3 magazines économiques en tant que PDG qui s'était dressé contre la corruption dans ses propres rangs, sa cote montant à la fois littéralement et figurativement. Le rôle de Stéphane dans toute l'affaire avait été mentionné dans certains articles, le plombier qui avait été témoin d'un crime et avait témoigné malgré le coût personnel. Quelques médias avaient voulu des interviews, mais il avait refusé. Il ne s'agissait pas d'être célèbre ou célébré. Il s'agissait de pouvoir regarder sa fille dans les yeux et de savoir qu'il avait bien agi envers elle, lui avait appris les leçons qui comptaient. Un soir, après que le bâtiment se soit vidé et que l'équipe de nettoyage ait terminé, Stéphane se retrouva au 15e étage. Les toilettes de direction avaient été rénovées. Nouveaux appareils, nouveau carrelage, comme si remplacer l'espace physique pouvait effacer ce qui s'y était passé. Mais Stéphane se souvenait. Il se souviendrait toujours de ce moment de choix, debout dans le couloir avec une clé à molette à la main et la peur au ventre, décidant quel genre de personne il allait être. Son téléphone vibra. Le visage de Manon remplit l'écran. Un selfie qu'elle venait de prendre chez Jean, faisant une grimace avec le dîner sur la table derrière elle. Le message disait « Quand est-ce que tu rentres ? On a fait des spaghettis et ça refroidit. Je t'aime, papa. » Stéphane sourit et répondit « J'arrive. Garde-moi du pain à l'ail. » Il ferma son bureau à clé, éteignit les lumières et se dirigea vers l'ascenseur. La Tour Montaigne serait là demain avec tous ses problèmes et ses possibilités. Mais ce soir, il avait une fille qui attendait et du pain à l'ail qui refroidissait, et c'était tout ce qui comptait. Alors que l'ascenseur descendait, Stéphane pensa à la question que Manon lui avait posée ce jour-là devant l'école. Est-ce que ça valait le coup ? Il connaissait la réponse maintenant. Ça valait le coup. Non pas parce que tout s'était arrangé, même si cela aidait, mais parce qu'il lui avait montré que certaines choses étaient plus importantes que la sécurité et le confort. Le courage, l'intégrité, la volonté de se lever même si se lever signifiait tomber. C'étaient les choses pour lesquelles il valait la peine de se sacrifier. C'étaient les choses qui faisaient d'une personne quelqu'un dont sa fille pouvait être fière d'appeler papa. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Stéphane sortit dans le hall, traversa l'entrée en marbre étincelant et sortit dans l'air du soir. Sa Renault 4 litres était garée sur le parking des employés maintenant. Il n'avait plus à chercher une place dans la rue. De petites victoires qui s'additionnaient pour former quelque chose de plus grand.
Il monta sur le siège du conducteur et démarra le moteur. Manon attendait. Les spaghettis de Jean refroidissaient. Et demain, Stéphane reviendrait et ferait le travail qui devait être fait, sachant qu'il avait gagné sa place ici, non pas en gardant le silence, mais en refusant de se taire quand c'était le plus important. Cela valait tout.